les travailleurs, les entraîneurs travailleurs autonomes. Alors, avant de commencer le webinaire, juste quelques règles d'usage pour un bon fonctionnement de notre webinaire. Alors, premièrement, je vais vous demander à tous de désactiver vos micros, excepté José Boquer, la conférencière, bien évidemment, et également de désactiver vos vidéos. Ceci, c'est pour libérer la bande passante, pour que vraiment le webinaire puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Alors, d'autres règles d'usage, vous avez en bas, à droite, en bas, je veux dire, de votre écran, un chat. Donc, le chat va permettre de poser les questions. Alors, on va prévoir 2 périodes de questions, mais vous pouvez poser vos questions à n'importe quel moment, c'est-à-dire pendant la présentation, si vous avez une question qui vous vient à l'esprit, vous pouvez la poser. Et moi, je compilerai toutes les questions et puis je lirai les questions à vive voix pour que José puisse y répondre. La vidéo sera enregistrée, et elle est enregistrée et elle sera disponible sur la page YouTube de la fédération, donc Fédération québécoise d'athlétisme, donc le YouTube, et vous pourrez revisionner la vidéo ultérieurement. Alors, on va commencer. Premièrement, je voudrais remercier José Boquer d'avoir accepté d'animer cette conférence, donc, qui va traiter sur les entraîneurs travailleurs autonomes. Je sais que beaucoup de clubs se posent des questions, les clubs et ainsi que les entraîneurs, sur le statut des entraîneurs. Et José Boquer a une très bonne expérience. Elle est comptable auditrice et elle a une très bonne expérience du milieu des OBNL. Donc, c'est vraiment la personne toute trouvée pour animer l'atelier et pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas, quand vous avez des questions, le chat en bas. Et je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Alors, je vais donner la parole à José Boquer pour démarrer la conférence. Merci. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien le diapo? Là, pour l'instant, c'est une page bleue. C'est correct? Pour le moment, on voit un fond d'écran noir, José. Ah, OK. Il faut que tu fasses le partage d'écran. C'est celle-là que je vais vous montrer. Alors, comme ça va? Parfait, on voit bien. Alors, voici, je vais vous présenter non pas une réponse finale à vos questions, parce qu'il n'y en a pas. Ce n'est pas ni blanc ni noir. La réponse à est-ce que vous êtes des employés ou des travailleurs autonomes? La réponse plate, c'est ça dépend. Ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de ce qui est documenté. Ça dépend des liens qui existent entre l'entraîneur et le club. Donc, qui décide de la position entre un employé et un travailleur autonome? Malheureusement, c'est pas vous, c'est pas moi. C'est en premier lieu Revenu Québec, la CSST, l'Agence du revenu du Canada. Et c'est du cas par cas. Et chacun des 3 en haut et peut-être d'autres peuvent avoir des positions différentes sur le statut. Donc, pour la CSST, vous pourriez être un employé et pour l'Agence de revenu du Canada, vous pourriez être un travailleur autonome. Alors, l'objectif de la présentation, c'est vraiment de vous faire connaître les lois et les règlements qui vont déterminer ou qui vont aider à déterminer le statut et vous donner des outils nécessaires pour pouvoir faire la part des choses.
Alors, ce qu'on va voir, c'est dans les aspects légaux, quels sont les critères des gouvernements et quelles sont les conséquences si le traitement est mal appliqué. Ensuite, on va voir le volet administratif pour les 3 catégories de travailleurs. Et je vous mets en référence aussi de la documentation que vous pourrez consulter par la suite. Tout d'abord, dans les aspects légaux, il y a plusieurs critères de détermination. En fait, il y en a 6 grandes catégories. Les plus importantes, c'est ceux où j'ai mis les petites étoiles, c'est-à-dire la subordination effective et le critère économique ou financier. La subordination, c'est-à-dire est-ce que le club contrôle le travailleur? Est-ce qu'il suit l'exécution du travail de l'entraîneur? Alors, on va commencer par celui-là. La subordination effective, justement, est-ce que l'entraîneur reçoit des directives du club? Est-ce que c'est le club qui détermine les normes à suivre, les procédures? Est-ce que le travail est défini par l'employeur? Est-ce que le club contrôle l'exécution du travail? Et si l'entraîneur commet une faute, qui en est responsable? Est-ce que c'est le club qui va être poursuivi ou c'est l'entraîneur directement? Alors, comme vous voyez, il y a plusieurs critères et on va en voir encore plus. C'est vraiment touché là, comme critères à respecter. Pour le contrôle sur l'exécution des tâches, il faut savoir qui fait la description des tâches. Est-ce que le club a une description écrite uniquement pour les entraîneurs qui dit quoi faire et comment le faire? Est-ce que dans cette description de tâches, il y a des standards à respecter? Est-ce que les entraîneurs ont des objectifs à atteindre? Est-ce que aussi le club impose un examen médical à l'embauche? Est-ce qu'il y a une grille d'évaluation pour les entraîneurs? Donc, vous voyez l'aspect un petit peu contrôle sur l'entraîneur par le club. L'entraîneur a comme les 2 mains pas liées, mais c'est vraiment comme si le club était son employeur. Ensuite, il y a la formation et le perfectionnement. Est-ce que les entraîneurs sont formés? Si oui, est-ce que vous payez vos entraîneurs le temps qu'ils suivent une formation? Est-ce que la formation est payée par le club ou c'est l'entraîneur lui-même qui paie ses propres formations? Les normes de sécurité, on en a parlé. Donc, est-ce qu'elles sont déterminées par le club? Les examens médicaux? Le dossier pour l'entraîneur, est-ce que vous avez un dossier qui contient le rapport de l'examen médical, des rapports de discipline? Tout ça rentre dans chacune des catégories et aussi le remboursement des kilométrages. Est-ce que les entraîneurs se font rembourser leur kilométrage? Je ne veux pas m'avancer, mais je crois que oui, dans plusieurs cas. Là. Ça, à date, c'est beaucoup d'aspects qui diraient que les entraîneurs sont des employés. Il y a aussi, est-ce que l'entraîneur a sa propre liste d'athlètes ou si c'est le club qui lui dit voici ce qu'il y a à faire et voici où est-ce que tu pourrais aller entraîner, comme voici l'horaire que je te suggère, est-ce que tu l'acceptes ou pas? La responsabilité civile, est-ce que le club assure les entraîneurs ou est-ce que chacun des entraîneurs a sa propre responsabilité, son assurance personnelle?
en responsabilité civile. C'est un autre facteur et je ne crois pas, à moins d'entraîneurs qui sont incorporés, je ne croirais pas que les entraîneurs ont leur propre assurance responsabilité. Ensuite, il y a l'approbation des formulaires et des contrats. Est-ce qu'il y a un contrat d'embauche? Est-ce qu'il y a des fiches techniques, des rapports à remplir? Est-ce que tout ça est standardisé ou chacun fait un peu comme il veut? Là, je parle des entraîneurs. Est-ce que chacun donne des rapports sur un propre modèle au club? Ou est-ce que l'entraîneur a son propre contrat qu'il donne au club en disant « Voici mes conditions, voici le contrat que je t'offre ». Ensuite, pour l'exécution du contrat, toujours, est-ce que l'entraîneur a le libre choix pour prendre le temps d'entraînement ou pas? Est-ce qu'il peut se faire remplacer par quelqu'un? Ou est-ce que le club doit dire oui ou non et c'est le club qui décide qui va remplacer l'entraîneur qui était initialement cédulé? Est-ce que l'entraîneur a une liste de remplaçants qui lui permet facilement d'aller chercher quelqu'un comme si un peu il y avait comme une liste de sous-employés, comme on pourrait dire, qui dirait « OK, mais là, c'est toi qui vas aller faire l'entraînement aujourd'hui parce que moi, je ne peux pas ». Est-ce que l'entraîneur peut engager des adjoints? Est-ce qu'il a le choix de choisir la personne qu'il veut? Est-ce que c'est lui qui paye les adjoints? Si la réponse est non à ça, c'est plus aussi des critères d'employés et non de travailleurs autonomes. Il y a aussi l'aspect de l'horaire de travail. Est-ce que l'horaire de travail est fixé par le club? Je crois que oui, même si l'entraîneur accepte ou refuse les horaires qui lui sont donnés. Mais c'est quand même le club qui fixe les horaires de travail. Est-ce qu'il y a des feuilles de temps? Est-ce que les heures sont contrôlées? Est-ce que les entraîneurs donnent des rapports sur voici, j'ai fait l'entraînement à tel endroit pendant tant de semaines et voici l'évaluation des joueurs ou des athlètes plutôt. Ensuite, il y a le lieu de travail. Le lieu de travail, s'il est déterminé par le club, c'est plus comme un employé. Le club lui dit, tu vas aller à tel endroit pour entraîner ces athlètes-là. Si c'est sur des terrains qu'on doit louer, est-ce que c'est le club qui paie la location ou c'est le travailleur autonome qui loue pour entraîner ses athlètes? Il y a aussi les conditions d'embauche et de congédiement. Est-ce que sur les contrats, il y a une durée? Est-ce que l'entraîneur est obligé de donner l'exclusivité à un club ou il peut aller dans n'importe quel club si ça répond mieux à ses horaires de travail, ses horaires de disponibilité? Est-ce qu'il y a des mesures disciplinaires pour vos entraîneurs? Est-ce que vous pouvez les suspendre ou ils ont, c'est ça, ils ont des fautes, mais la seule chose que vous faites, c'est de terminer son contrat puis de dire, OK, ben, je vais aller chercher un autre entraîneur. Ensuite, si il y a, par exemple, un cours qui est annulé. Il y a des athlètes, par exemple, cédulés pour avoir telle formation pendant 5 semaines. Si cette formation-là est annulée, cet entraînement-là est annulé, est-ce que votre entraîneur est quand même payé? Si oui, c'est un employé, ce n'est pas un travailleur autonome.
Donc, on vient de voir les subordinations de travail. En gros, c'est vraiment le contrôle que le club a sur l'entraîneur, avec un paquet de points, un paquet de questions à vous demander. Maintenant, si on aborde les critères économiques ou financiers, il y a les modalités de rémunération. Si ça s'apparente à ce que vous versez aux employés, alors il y a des fortes chances que l'entraîneur soit considéré comme un employé également. Est-ce qu'il a des primes? Est-ce qu'il a des bonus? Est-ce qu'il participe à vos régimes de REER ou d'assurance collective? Là, je sais que parmi vous, il y a des petits clubs là, où est-ce que tout ça, probablement, ça n'existe pas pour les employés non plus. Mais c'est vraiment pour voir le principe là, sur est-ce que l'entraîneur est vraiment traité comme un employé? Est-ce que vous lui remboursez ses frais, sa nourriture quand il va donner un entraînement à l'extérieur? Est-ce qu'il est habillé par le club? Ou est-ce que c'est lui qui paye pas son costume, là, mais son uniforme de travail? Est-ce que vous lui payez son transport? Est-ce que son hébergement est payé s'il va à l'extérieur aussi? Souvent, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on dise à l'entraîneur, ben, je vais te donner 5 $ de plus de l'heure, puis tu t'arranges avec toutes tes dépenses. Mais ça, pour le gouvernement, c'est comme tu rembourses ses dépenses, mais d'une façon détournée. C'est qu'au lieu de lui donner 16 $ de l'heure, par exemple, vous leur donnez 20 $. Alors, le ministère n'accepte pas ça. Et aussi, si dans les offres d'entraînement à donner, vous fonctionnez par ancienneté. C'est-à-dire le plus vieux entraîneur, celui qui est là avec vous depuis plus longtemps, a toujours les premiers choix, puis ainsi de suite, là, jusqu'à temps que l'entraînement soit comblé par un entraîneur spécifique. Il y a aussi l'aspect profit et perte. Si c'est un salaire fixe, c'est un employé. En fait, c'est un critère pour être déterminé comme un employé parce qu'il n'y a aucune perte pour l'entraîneur. Par exemple, si il faut que j'aille donner un entraînement au sport-études et que là, dans les athlètes, il y en a un qui ne paye pas, bien, l'entraîneur va probablement être payé quand même. Ce n'est pas lui qui a à courir après tel athlète n'a pas payé ou... en fait, c'est ça. Dans les autres critères, donc là, on vient de voir les deux principaux. Vous voyez que vous avez beaucoup de questions à répondre avant de dire oui ou non, c'est un employé ou un travailleur autonome. Donc, il y a l'intégration du service parmi les services offerts par le club. L'entraînement est, à mon avis, fait partie intégrante des activités habituelles du club parce que, bon, vous êtes là pour entraîner les athlètes. Donc, on ne peut pas séparer ce service-là du club puis dire c'est un service complètement externe. En fait, à moins que vous ayez une façon de faire ça, souvent, ça va être vu comme partie intégrante des services du club. Est-ce que pour l'entraîneur, c'est sa principale source de revenus? C'est-à-dire, est-ce qu'il fait beaucoup d'entraînement ailleurs? Est-ce que vous êtes le principal parmi les autres clubs? C'est-à-dire, vous êtes le club A, puis l'entraîneur X travaille pour vous 95% de son temps et pour un autre club 5%, bien, à ce moment-là, il serait considéré comme un employé.
C'est la même chose s'il est toujours avec le même club. C'est aussi le cas si c'est son seul emploi. Mais ce que le ministère dit, par contre, c'est que le principe de l'intégration, si on le regarde, lui tout seul, c'est pas assez pour déterminer si l'entraîneur est un employé ou non. Parce que, bon, plusieurs entraîneurs ont du travail à temps plein. Ils font ça à temps partiel. Donc, il faut voir l'intégration comme un élément supplémentaire aux autres critères. Ensuite, dans les autres critères, il y a la relation entre le club et l'entraîneur. C'est-à-dire, est-ce que le club paie des cotisations à la CSST pour l'entraîneur? J'ai eu des cas où est-ce que la CSST appelait la Fédé ou l'organisme pour dire « Hein, tu as des travailleurs autonomes, tu dois payer de la CSST sur ces travailleurs-là. » Là, il faut faire attention parce que dans ces cas-là, ça veut dire que la CSST a déterminé que vos travailleurs autonomes étaient des employés. Donc, avant de dire oui à la CSST, je vais payer des cotisations pour mes entraîneurs, il faut poser plus de questions et vraiment, de votre côté, faire des démarches à savoir si vous ne pouvez pas vous opposer à la demande de la CSST. Ensuite, dans le contrat, il y a l'interprétation globale. De la façon que le contrat est écrit, est-ce qu'il y a des propos là-dedans ou des clauses qui font en sorte que si on lit le contrat, on conclut c'est un contrat d'emploi, ce n'est pas un contrat de service comme j'aurais avec n'importe quel autre fournisseur. Et c'est vraiment de voir aussi comment le club et comment l'entraîneur voit le contrat. Quand je parle des relations, il y a beaucoup, et ça, c'est probablement quelque chose que vous allez devoir corriger. Il y a beaucoup de liens qui tendent vers un employé plus qu'un travailleur autonome. Et ça, c'est dans la définition de comment vous expliquez la relation, comment vous la voyez, comment vous la décrivez. C'est aussi, ça peut être, je l'ai écrit un petit peu plus loin, mais c'est aussi comment sur votre site, vous déterminez les entraîneurs. Est-ce que ça fait partie de votre équipe sur votre site web ou si c'est vraiment comme partenaire que vous avez ces gens-là dans votre banque de partenaires? Et si vous dites sur votre site, nos entraîneurs sont, ben, ce n'est pas comme un fournisseur de services, c'est vraiment, vous le considérez comme un employé. Il y a aussi le renouvellement du contrat. Si vous ne voulez pas renouveler le contrat, est-ce que vous avez besoin d'une lettre de congédiement? Est-ce que l'entraîneur doit vous donner une lettre de démission ou si c'est simplement comme un fournisseur de services qui vous dit « Désolé, moi, à partir de demain, j'ai un contrat ailleurs, donc je mets fin au service. » Et la même chose pour le club. Du jour au lendemain, vous pouvez dire « Merci, bonjour, je fais appel à quelqu'un d'autre. » Il faut absolument qu'il n'y ait aucune règle qui suive les normes de la CSST entre l'employeur et l'entraîneur. S'il y a une prime de départ, ça fait partie des critères d'un employé. On ne donne pas de prime de départ à des travailleurs autonomes ou à des fournisseurs de services. Ensuite, il y a les outils. Bon, dans le cas des entraîneurs, ça s'applique peut-être un peu moins. Mais si l'entraîneur devait employer de l'équipement, est-ce qu'il doit avoir son propre équipement ou si c'est fourni par le club ou payé par le club? Et
lui, tout comme l'intégration qu'on a vue tout à l'heure, seulement le critère de la propriété des outils n'est pas suffisant pour déterminer si c'est un employé ou un travailleur autonome. C'est comme plus si on est sur le bord de la ligne là, pour décider entre je vais à gauche ou je vais à droite, mais ça serait probablement un des critères qu'on irait chercher. Ensuite, les résultats spécifiques, c'est est-ce que c'est le club qui retient les services de l'entraîneur ou si c'est l'entraîneur qui fournit des services au club. Donc, c'est un petit peu comme on a vu tout à l'heure. L'entraîneur a une banque de clients. Puis là, il vient dire, OK, je sais que ces athlètes-là sont auprès de tel club, donc je vais aller voir le club, je vais dire, OK, je pourrais entraîner ces gens-là, ça m'intéresse. Ou si c'est le club qui a une liste et qui dit, Monsieur X, je voudrais que tu viennes entraîner pour moi. Ça fait le tour des critères. Je sais que vous allez avoir plusieurs questions, mais on va les voir tout à l'heure à la fin. On va passer d'abord les conséquences. Les conséquences de quoi? C'est-à-dire, vous traitez vos entraîneurs comme des travailleurs autonomes et tout d'un coup, pour on ne sait pas trop quelle raison, Revenu Canada ou Revenu Québec vous appelle pour vous dire comment ça se fait que tu as des travailleurs autonomes ou comment ça se fait que tu n'as pas d'employés. Puis là, ils disent, les entraîneurs, ce n'est pas des travailleurs autonomes, c'est des employés. Ça coûte cher. C'est pour ça que la première diapositive, quand je disais, c'est pas personne qui décide dans le commun des mortels, c'est vraiment le gouvernement, c'est parce que c'est eux qui ont le dernier mot, puis c'est eux qui refusent ou qui acceptent le statut. Donc, s'ils refusent, puis vous avez fait ça depuis des années, ça peut représenter des sommes importantes parce que à chaque fois que le statut est refusé, c'est le club qui va se faire cotiser et non l'entraîneur. Donc, ce que le club va devoir payer, c'est la part des déductions à la source que l'employé aurait payé, donc ce que le club aurait déduit sur la paye de l'employé, plus les déductions à la source par de l'employeur. C'est-à-dire que là, en plus d'assumer vos coûts, vous assumez ceux de l'entraîneur. Et par-dessus ça, s'ajoutent des pénalités et des intérêts. Si vous les aviez traités dès le départ comme des employés, eux auraient payé leur propre déduction à la source via leur paye à chaque semaine ou 2 semaines ou peu importe. Et vous n'auriez payé que votre part. Si l'entraîneur n'est plus à votre service cette année, mais qu'il l'était l'année passée et l'autre année d'avant, puis que le ministère s'est amusé à aller fouiller 2 ans derrière, bien, courez après l'entraîneur maintenant pour vous faire rembourser la part de l'employé que vous avez payé à sa place. Ça peut être très difficile. Donc, c'est ce que je dis. Donc, il y aura une grosse perte économique pour le club si l'entraîneur n'est plus là. Et même si l'entraîneur est encore là, il y a des maximums que vous devez respecter. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, André doit être considéré comme un salarié. Donc, vous avez toutes les déductions passées à vous faire rembourser. Vous ne pouvez pas réclamer plus que 2 fois ce que vous lui enlevez sur sa paye courante. Là, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais s'il y a des déductions à la source pour 20 $ en tout,
que ce soit pour le régime de retraite ou l'assurance-emploi ou peu importe, mais vous ne pourrez pas aller chercher plus que 20 $ sur sa paye actuelle. Vous allez pouvoir continuer sur ces autres payes subséquentes, mais ça veut dire que ça peut prendre des années avant de récupérer les sommes en cause. Comme je disais tout à l'heure, quand le ministère débarque, peu importe c'est qui, ils ont le loisir de retourner en arrière. Si vous n'avez plus les papiers, ça m'étonnerait qu'ils aillent jusqu'à 6-7 ans derrière, mais ils peuvent aller facilement 2 ans, 3 ans, 4 ans derrière. Et ça, malheureusement, il n'y a pas de loi qui dit vous ne pouvez pas aller plus que tant d'années derrière. Et si, par exemple, c'est Revenu Canada qui débarque chez vous et qu'eux refusent le statut, mais il y a des bonnes chances que pas longtemps après, Revenu Québec débarque chez vous aussi pour vous dire moi non plus, je n'accepte pas le statut de travailleur autonome. Comme on l'a vu au début, c'est chacun des ministères décide. Donc, ce n'est pas automatique si Canada le refuse, ce n'est pas automatique que Québec va le refuser aussi. Il va falloir qu'eux fassent également leur vérification avant de déterminer s'ils acceptent ou s'ils refusent. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous pensez plus souvent qu'autrement que ce sont des travailleurs autonomes? Alors, ici, j'ai fait une liste de ce que j'entends souvent. C'est, bon, j'ai fait un contrat, on l'a signé, puis dans le contrat, ça dit que l'entraîneur a un statut de travailleur autonome. Ce n'est pas le contrat qui décide, ce n'est pas le club, ce n'est pas l'entraîneur, c'est le gouvernement. Donc, ça, c'est une fausse croyance. L'entraîneur peut aussi penser qu'il est un travailleur autonome. Puis, il est de toute bonne foi et il dit non, moi, je respecte les critères. Mais il faut faire, là, je parle au club, il faut faire vos propres démarches pour être sûr que c'est un travailleur autonome. Ensuite, ce qui peut vous induire en erreur, c'est qu'il travaille juste quelques heures par semaine. Ça, pour vous, c'est comme il n'est pas là souvent, donc ce n'est pas un employé. Il y a aussi des entraîneurs qui doivent vous fournir des factures. Et à ce moment-là, tout le monde se croit protégé. Et je le croyais aussi jusqu'à temps que je rencontre Revenu Canada en janvier pour une fédération, justement. Et la dame m'a dit, facture, pas facture, si ce n'est pas une compagnie incorporée, c'est-à-dire que l'entraîneur a une compagnie sous laquelle il fait des factures, même s'il est enregistré ou peu importe, son statut de travailleur autonome peut quand même être refusé. Et surtout, ne vous fiez pas à votre club voisin ou à l'association voisine ou à l'autre fédé parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est du cas par cas et ça dépend de ce que vous dites, de ce que vous écrivez, de ce que vous démontrez. Donc, pour le club, par exemple, de Repentigny, lui peut très bien dire et avoir dit partout, ce sont des travailleurs autonomes, et il les traite comme des travailleurs autonomes, et c'est vraiment des travailleurs autonomes parce qu'il a répondu à toutes les questions. Et le club de Laval, par exemple, mais lui, il fournit des contrats et tout ce qu'il dit, tout ce qui semble, ça l'enligne plus vers un employé. Donc, il va être traité vraiment comme un travailleur autonome à Repentigny et comme un employé à Laval. Fait que vous ne pouvez pas vous fier l'un sur l'autre, sauf pour vous donner des pistes de solutions ou vous donner de la documentation pour vous aider.
en parlant de documentation. Ce que vous devez faire, c'est de lire justement sur le sujet. Vous allez avoir des références à la fin de la présentation. Et il y a parmi ça un questionnaire qui a été établi par Revenu Québec qui pose plein de questions comme un peu je l'ai fait dans la présentation pour lequel vous allez pouvoir dire oui ou non et après l'analyse du questionnaire, vous allez pouvoir avoir une meilleure idée de ce que sont les entraîneurs pour vous. Et pour éviter tout problème dans le futur, vous pouvez également demander l'avis de Revenu Québec. Vous remplissez le questionnaire, vous écrivez à Revenu Québec, il y a également un formulaire pour ça, et eux vont vous donner une réponse. Et ça, peu importe ce qui arrive après, tant que vous avez cette réponse-là dans vos dossiers, ils ne pourront plus jamais revenir contre vous tant que vous respectez les critères. Si vous changez quoi que ce soit par la suite, c'est sûr que ça peut changer leur décision. J'ai trouvé aussi sur le site de Revenu Canada que quand on veut demander une décision comme ça, on a jusqu'au 30 juin de l'année d'après pour demander la décision. C'est-à-dire que si vous le demandez, par exemple, vous employez quelqu'un le 1er janvier et vous demandez la décision comme en septembre 2021, ben, il est trop tard. Si le ministère débarque, vous allez payer des pénalités. Si vous le demandez à temps, ou si encore vous faites une divulgation volontaire, ça va éviter des pénalités, des intérêts et beaucoup de problèmes. Et c'est ça, la divulgation volontaire, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire pour l'année courante et pour les années précédentes, tout dépendant de ce que vous êtes capable d'accepter comme risque. Si vous êtes convaincu que vous ne respectez pas les critères de travailleur autonome et que vos entraîneurs sont traités comme ça, je vous conseille de faire une divulgation volontaire avant que le gouvernement débarque chez vous. Et s'il débarque, justement, répondez pas au ministère par vous-même parce que, comme je vous l'ai dit, ça dépend de ce que vous dites, ça dépend de ce qui est écrit, fait que c'est très touché. Vous pourriez répondre à une question qui va faire en sorte que le gouvernement va dire « mauvaise réponse, là, tu viens de me dire que c'était un employé ». Et quand ils font ce genre de vérification-là, ils appellent à la fois les entraîneurs et le club en question. Donc, ils ont les deux côtés et ils ont les deux réponses. Fait qu'il faut que le statut soit bien compris autant pour le club que pour l'entraîneur. Ce qu'il ne faut pas faire, ce qui vous aiderait, puis qui est probablement ce que vous faites présentement dans beaucoup de cas, c'est des contrats standards. Il faudrait ne plus avoir de contrats standards pour vos travailleurs autonomes parce qu'un fournisseur de services, si vous appelez un graphiste pour votre site web, ce n'est pas votre contrat qu'il va prendre, c'est son contrat qu'il va écrire et vous allez signer son contrat à lui. Il faudrait que ce soit la même chose avec les travailleurs autonomes. Chacun devrait avoir son modèle de contrat qu'il fait signer par, là je vais dire l'employeur, mais ce n'est pas le bon terme, là, qui fait signer par le club. Parce que déjà, un contrat standard, c'est ce que vous faites avec les employés. Aussi, je l'ai dit plusieurs fois, il ne faut pas traiter vos travailleurs autonomes comme des employés.
Et même sur le site web, dans la publicité que vous faites, peu importe où vous annoncez un événement, faites attention à ce qui est écrit et à ce que vous dites. Dernièrement, malheureusement, et c'est pour ça que Abou m'a demandé de vous faire cette présentation-là, c'est qu'un des clubs parmi vous s'est fait vérifier par, je ne sais pas si c'est Québec ou Canada, et il s'est fait refuser le statut de travailleur autonome pour ses entraîneurs. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que s'ils commencent à se mettre le nez là-dedans, ben, ils vont continuer parce que c'est une source, un puits sans fond. Et aussi, il y a 2 fédérations sportives qui ont eu la visite de Canada dans les derniers 12 mois et qui se sont fait refuser le statut également pour les entraîneurs et pour les formateurs d'entraîneurs. Je ne sais pas si vous avez des formateurs d'entraîneurs, mais c'est la même chose. Et il y a des cas de jurisprudence que j'ai lus. Malheureusement, je ne les ai pas retrouvés. J'aurais aimé ça vous donner le lien pour que vous puissiez aller les lire. Mais il y a effectivement des cas de jurisprudence parce que les fédérations ou les organismes vont en cours pour défendre le statut, même si ça a été refusé, par exemple, par la CSST ou Revenu Québec ou peu importe. Mais là, ça, c'est des procédures qui sont longues et c'est ça. Alors, ça termine le volet aspects légaux. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, alors on a quelques questions. Je vais les lire et au fur et à mesure, tu pourras y répondre. Alors, il y a une question de Judith. Est-ce qu'un entraîneur peut avoir 2 statuts distincts pour le même club? Employé pour un groupe d'entraînement et travailleur autonome pour un autre groupe? Oui, j'ai lu que une personne pouvait avoir 2 statuts différents pour le même employeur. D'accord. Ça dépend des critères. Alors, la réponse est oui. Il faut juste s'assurer que les liens, que la subordination et tous les autres critères qu'on a vus, qu'ils soient bien différents entre lorsqu'il exerce comme étant un employé et lorsqu'il entraîne comme étant un travailleur autonome. Parce que si c'est parce qu'il entraîne de jour, il est un employé et après il entraîne de soir ou de fin de semaine, ça, ce n'est pas un statut différent pour le ministère. C'est le vrai statut. C'est employé. Fait que c'est pas parce que l'horaire a changé ou c'est vraiment là, est-ce que s'il entraîne la fin de semaine, est-ce qu'il a le plein pouvoir de ce qu'il fait? Est-ce que c'est un contrat dans lequel il a encore des vacances, il participe au régime ou peu importe? Si c'est la même chose que quand il travaille comme employé, c'est pas un travailleur autonome. Alors, deuxième question de Nana. Il faut répondre à combien des critères que tu as mentionnés pour être considéré comme un employé? Il n'y a pas de réponse, malheureusement, à cette question. Ça dépend de l'importance de chacun, du poids de chaque question à chaque critère. Fait que c'est pas un nombre de oui ou non comme dans des tests de QI, par exemple, qui dit à la fin, si vous avez 5 questions de bonnes, ben, vous êtes un employé. C'est pas comme ça que ça se passe. Fait que, le questionnaire a énormément de questions et je pense que ça vaut la peine d'en prendre connaissance pour pouvoir, à la fin, vous donner une bonne idée de ce que c'est. Mais évidemment, si je vous parle en tant que comptable et en tant que je dois suivre la loi, moi, je vous conseille de les traiter comme des employés, mais je peux comprendre que pour certains, ça peut être difficile financièrement, mais si vous faites
refuser ça, ça va vous coûter encore plus cher financièrement. Troisième question. Selon ce que vous dites, mon entraîneur serait plus considéré comme un employé. Cependant, nous le payons par mois avec montant fixe, mais sans remise gouvernementale. Donc, l'entraîneur doit lui-même déclarer son salaire, ce qu'il fait. Donc, est-il considéré comme un employé puisque le club ne fait pas de remise? Le club ne fait pas de revenus? De remise, pardon. De remise. Oui. Non, ça n'a pas rapport. Puis si on va le voir dans le volet administratif, ce n'est pas parce que vous ne faites pas de remise, c'est que si vous considérez que finalement, suite à ce qu'on vient de voir, c'est un employé, vous devez demander votre numéro de déduction à la source et faire les remises parce que vous avez une part à payer là-dedans. Il y a des déductions employeurs qui correspondent à peu près à 10 % que le club devrait payer en plus de ceux que l'entraîneur paye. Si c'est sur une paye d'employé, je parle. Parfait. On a une autre question. Je travaille pour 2 clubs. Je continue à être payé par l'un des clubs et je suis considéré comme employé. Par contre, avec l'autre club, je suis travailleur autonome, donc présentement, aucun revenu. Avec une base de revenus de plus de 2 000 $ par mois. Certains me disent que j'ai le droit à la prestation canadienne et d'autres non. Selon vous, ai-je le droit ou pas, le PCU? Ça dépasse un peu le cadre de notre présentation. Mais le fait qu'il ait le statut de travailleur autonome, est-ce que ça le rend éligible pour une prestation de la PCU? Ça, effectivement, cette question-là dépasse le cadre, donc je n'embarquerai pas dans la réponse. Ce que je peux dire, par contre, c'est que cette personne-là ou les clubs en question pour lesquels il travaille, s'il y en a un qui le considère comme un employé, c'est vraiment de valider avec les autres sur quels critères il se base. Là, je parle du club pour dire que c'est un travailleur autonome. Il faut vraiment s'assurer que, parce que c'est possible qu'il soit vraiment un travailleur autonome pour les autres clubs, mais il faut vraiment s'assurer que les critères sont respectés. Question de Simon Pelletier. Si on fait une divulgation volontaire, est-ce qu'on paye les frais des années antérieures? Si vous faites une divulgation volontaire, vous pouvez prendre des arrangements avec le ministère. Ils sont beaucoup plus cléments dans ce temps-là. Et ce que ça vous évite, c'est les pénalités. Puis même, ils peuvent aussi passer par-dessus les intérêts. Là. C'est vraiment... Vous pouvez leur dire, voici ce qui s'est passé cette année. Par exemple, je veux faire une divulgation volontaire, je vous paie les DAS employeur-employé. Puis là, vous allez voir avec eux combien de temps ils vous demandent d'aller en arrière, puis vous pouvez, c'est ça, challenger, prendre des arrangements. Mais ça coûte moins cher. Puis là, quand je dis que ça coûte moins cher, c'est vraiment, il n'y a pas personne qui a une boule de cristal, il n'y a pas personne qui sait si demain matin, tel club va être visité ou pas. Fait que ça dépend vraiment, on ne peut pas savoir. Moi, c'est juste, il faut que vous fassiez les choses dans les règles et c'est les règles. Là, rendu de votre côté, vous faites ce que vous avez à faire et les administrateurs aussi, comme on va le voir tout à l'heure, ils ont un mot à dire là-dessus. Il y a une question qui est reliée à cette dernière, donc de Judith. Si notre club a choisi d'abolir les travailleurs autonomes il y a 1 an et que maintenant tous les entraîneurs sont des employés, est-ce que ça pourrait nous permettre d'éviter quelques années d'arriérage en démontrant que par notre bonne foi, nous avons fait les démarches afin de régulariser la situation des entraîneurs? Nous ne ferions pas de divulgation volontaire, mais advenant où nous sommes vérifiés. Moi, je dirais qu'il ne faut pas non plus courir après le trône. Donc, maintenant que vous faites les choses comme il faut,
c'est une chance. C'est ça. Est-ce qu'ils vont débarquer pour le passé? On ne le sait pas. Est-ce que parce que tout d'un coup, vous avez des employés puis que vous n'en aviez pas avant, ça va leur allumer, ça va déclencher quelque chose? On ne le sait pas. Là, c'est vraiment à vous de voir si vous êtes prête à assumer le risque, que ce soit financier ou le risque d'entreprise ou peu importe, pour que vous ne fassiez pas de divulgation volontaire, mais que vous soyez maintenant dans le respect des règles, c'est une bonne chose. On va terminer avec 2 questions pour cette première partie. Alors, question de Lynn. Afin de protéger l'ensemble de nos entraîneurs, faut-il que ces derniers s'incorporent sur une base individuelle? C'est sûr que ça réglerait le problème de tout le monde, mais l'incorporation coûte cher. Donc, ça m'étonnerait que, surtout ceux qui font 3, 4 ou 5 000 par année, veuillent s'incorporer. Mais c'est la seule et unique façon à 100% de dire que c'est effectivement des travailleurs autonomes. C'est une façon certaine, claire, il n'y a pas de contestation à avoir de nulle part. Mais les entraîneurs ne seront pas, à mon avis, très enclins à prendre cette option-là. Et enfin, on a Pierre Gélina qui pose la question, et les bénévoles là-dedans? Les bénévoles, c'est pas touché par ça. Pas du tout. Tant que vous n'avez pas de rémunération, il n'y a aucun problème. Là, j'imagine que, je ne sais pas si vous recevez des compensations de quelque nature que ce soit, mais si c'est pour dire, voici, on donne 100 $ à tous nos bénévoles cette année pour les remercier, ben, il n'y a pas de problème. Parfait. Donc, on n'a pas d'autres questions. À ce moment-là, on peut enchaîner avec la deuxième partie. D'accord. Alors maintenant, nous allons voir le volet administratif. Qu'est-ce que ça fait, toutes ces implications-là? Donc, si vous avez des employés, là, ça veut dire aussi si vos travailleurs autonomes, maintenant, vous pensez que c'est des employés, la première chose à faire, c'est d'aller vous chercher des numéros de déduction à la source, autant au Canada qu'au Québec. Ça vous prend les 2 numéros. Ensuite, à chaque paye ou tout dépendant de la fréquence et des montants en cause, il y a des déclarations de déduction à la source à faire. Ça, c'est en plus des remises que ceux qui font les payes vont faire pour vous. Par exemple, si c'est Desjardins qui paie vos employés, bien, Desjardins fait les remises au gouvernement. Mais il y a quand même les déclarations à faire et il y a les T4 et les relevés 1 que vous allez devoir faire à tous vos employés et aussi déclaration annuelle pour ces mêmes relevés-là. Fait que ça, c'est la première implication d'avoir des employés. Et quand je parle de numéro de déduction à la source, tout club qui est un organisme enregistré sur le site de Registraire Revenu Québec doit avoir un numéro de déduction à la source s'il a des employés. Parce que dès que vous êtes enregistré auprès de Revenu Québec, vous êtes une entité à part entière, donc vous devez avoir votre propre numéro de déduction à la source. Ensuite, ce que vous devez faire quand vous avez des employés. Là, la liste est un peu longue, mais c'est quelque chose de quand même essentiel. Ça vous prend tout d'abord un dossier pour chaque personne. Donc, si vous avez 10 entraîneurs ou que vous en avez 50, ça vous prend un dossier pour chacun d'eux.
Qu'est-ce qu'on a dans le dossier d'employé? C'est tout d'abord la lettre d'embauche. Et la lettre d'embauche doit être très spécifique. De toute façon, ça devrait être la même chose pour vos employés réguliers. Ce n'est pas parce que c'est les travailleurs, les entraîneurs qui deviennent des employés. C'est vraiment un dossier d'employé. Qu'est-ce que ça doit être? C'est ça. La lettre d'embauche doit dire, OK, la personne commence à travailler telle date. Voici le poste qu'elle va occuper, la description du poste et le salaire, le taux de vacances. Ce qui est souvent oublié, c'est de dire, OK, les vacances se cumulent de telle date à telle date. Est-ce que je peux les reporter ou est-ce que je dois absolument les prendre? Ça, c'est bien que ça soit écrit dans la lettre d'embauche. Il n'y a rien d'obligatoire dans ce que je vous dis. C'est juste pour avoir les meilleures pratiques et pour éviter tout problème par la suite qu'il pourrait y avoir entre l'employé et l'employeur. Il y a aussi, si vous payez des journées de maladie ou des heures supplémentaires, est-ce que ces journées-là, par exemple, j'accorde 5 journées de maladie à mon employé, est-ce que s'il ne les prend pas pendant l'année, je lui paie ou il les perd? Ou il peut encore les reporter à l'année d'après? Ça, c'est des choses qui doivent être expliquées dans la lettre d'embauche ou au moins dans le guide de l'employé. Aussi, est-ce qu'il est admissible à l'assurance collective, au REER? Si oui, est-ce que c'est après une période de probation? Est-ce que l'employeur en paye une partie? Est-ce que c'est obligatoire ou optionnel? Souvent, dans les assurances collectives, c'est obligatoire, ça dépend des organismes. Et le contrat, la lettre d'embauche, évidemment, doit être signée. L'autre document dans le dossier d'employé, c'est à chaque fois qu'il y a une augmentation salariale, il devrait y avoir une lettre qui vient spécifier l'augmentation. De toute façon, ceux qui ont des employés, c'est quelque chose qu'ils doivent fournir à leur service de paye pour dire à partir de telle date, telle personne va avoir ce nouveau salaire-là. Donc, il doit y avoir une lettre dans le dossier de l'employé signée également par l'employé et par l'employeur. Il y a, tout à l'heure, pour les entraîneurs, on parlait d'évaluation. Donc, si vous avez des évaluations sur vos entraîneurs, ils doivent aller dans le dossier de l'employé. On doit retrouver son numéro d'assurance sociale, le rapport de la vérification des antécédents judiciaires. Ça, c'est important que ce soit gardé dans le dossier de l'employé ou à quelque part où c'est facile de les retrouver, mais vous devez absolument avoir une copie. Ensuite, si l'employé est mis à pied, évidemment, vous devez garder une copie de la cessation d'emploi. Tout ça, ça peut être, c'est pas obligé d'être papier, tout ça peut être gardé électroniquement sur votre serveur, mais quelque part de sécurisé, là, où ce n'est pas tous les employés qui ont accès. Ensuite, et ça, c'est probablement quelque chose que peu de gens parmi vous sont au courant, mais quand vous embauchez un employé, vous devez leur faire signer 2 formulaires qui disent moi, je suis célibataire, donc mes déductions à la source, j'ai pas d'autres, comment on appelle ça? J'ai pas d'autres déductions, j'ai pas de crédit non remboursable ou quoi que ce soit. Fait que j'ai les gros taux d'imposition. J'ai mis les numéros de formulaire, j'ai mis les liens à la fin de la présentation. Ça, c'est quelque chose que tous les employés doivent signer. Si vous ne l'avez pas à date, faites-le au moins en date d'aujourd'hui. Et à chaque fois qu'il y a un changement au niveau de l'employé, par exemple, il devient père de famille et il y a maintenant des personnes à sa charge, mais il devrait remplir à nouveau ce formulaire-là parce que sa position a changé. Puis, c'est aussi là-dessus, sur ces formulaires, que l'employé peut dire « Moi, je voudrais qu'on m'enlève 10 $ de plus d'impôts sur chacune des payes parce que je ne veux pas en payer en fin de l'année ou quoi que ce soit. » C'est là-dessus qu'on le dit. Oups, je suis passée tout droit. OK.
Pour les travailleurs autonomes, c'est la même chose. Vous devez quand même avoir un numéro de déduction à la source parce que vous devez quand même émettre des T4A. Je ne sais pas ce que vous faites présentement avec vos travailleurs autonomes, mais à la fin de chaque année, au 31 décembre, peu importe votre fin d'année financière, des T4A et des relevés 1 doivent être produits pour tous vos travailleurs autonomes. Et quand je dis tout travailleur autonome, ça inclut même le peintre qui est venu, là je change de sujet, là, mais il y a un peintre qui est enregistré, qui est venu peinturer le club, peu importe. Ben, si vous lui avez versé des montants, vous devez aussi lui émettre un T4A, tant que les personnes ne sont pas incorporées. Donc, pour ça, vous avez besoin d'un numéro de déduction à la source. Ensuite, les travailleurs, pour les T4A et les relevés 1, si à la fin de l'année, André a gagné 350 $ pour tous les entraînements, il n'a pas besoin de T4A. En fait, vous n'êtes pas dans l'obligation de le faire. S'il a reçu 501 $, vous êtes dans l'obligation de faire un T4A. Et aussi, vous devez avoir un contrat pour chacun de vos travailleurs autonomes qui dit la durée de l'entente, mais ça peut être une durée indéterminée, mais là, il faut faire attention aux critères. Donc, le début, la fin des services, c'est quoi les services à rendre? Ensuite, c'est quoi le coût? Est-ce que l'entraîneur va avoir un taux horaire? Est-ce que c'est un montant forfaitaire par entraînement? La description des responsabilités. Qui est responsable de quoi? Comme tout à l'heure, je parlais d'assurance responsabilité civile. Si c'est le club qui paye l'assurance, ben, dommage, je suis probablement un employé. Mais c'est ça. Quelles sont les responsabilités du fournisseur de services dans ce cas-là? Et qu'est-ce qui peut mettre fin au contrat? Dans tous les contrats que l'on voit, là, je parle des contrats qui en bonne et due forme, là, qui ont plusieurs pages, on voit, voici ce qui peut mettre fin à l'entente, que le fournisseur de services a fait telle chose, ou encore du côté de l'entraîneur, mais si le club ne m'a pas payé depuis telle date ou s'il y a tel événement où j'ai le droit de mettre fin au contrat du jour au lendemain. Fait que ça, c'est des pistes dans les contrats qui peuvent aussi appuyer le statut de travailleur autonome. Et comme je disais, il est préférable que chacun des travailleurs ait son propre contrat et non un contrat standard du club. Si vos travailleurs autonomes sont payés à l'heure, vous devez quand même conserver les feuilles de temps ou ce qui vient appuyer, que ce soit les sessions d'entraînement, les dates, les lieux et tout ça. Vous devez garder ça comme toute autre pièce justificative que vous gardez pendant 5, 6, 7 ans. Ensuite, ce qui est important à savoir, puis ça faisait partie d'une des questions que j'ai reçues, un travailleur autonome n'a le droit à aucun avantage. Il n'a pas de 4 %, il n'a pas de vacances payées, il n'y a pas d'assurance collective, il n'y a pas de REER, il n'y a rien. Dès que vous donnez un de ces éléments-là, il y a des fortes chances pour que ce soit considéré comme un employé. Ensuite, les travailleurs autonomes, vous devez faire aussi une vérification des antécédents judiciaires et pas juste sur vos employés. Ça, comme tantôt, ça devrait aller dans le dossier de chacun des travailleurs autonomes. Et vous n'avez pas à faire de relevé de cessation d'emploi parce que, justement, ce n'est pas un employé. Les bénévoles.
Maintenant, les bénévoles, c'est de savoir est-ce que, parce que eux aussi, vous devez les assurer et ça m'étonnerait qu'ils prennent des assurances de leur côté. De toute façon, ils sont là bénévolement pour vous aider. Donc, de prendre une assurance ou de les inclure dans vos assurances responsabilités, c'est une très bonne pratique. Et vous devez, même si c'est un bénévole, faire les vérifications des antécédents judiciaires pour ces gens-là. Ça, c'est pour vous protéger et non parce que c'est la loi selon le Code civil, là, mais c'est une très bonne pratique à faire. Maintenant, je parle de l'impact sur vos administrateurs. Sûrement, les administrateurs des clubs ne se sentent pas concernés ou ne savent pas trop quelles sont leurs obligations, quelles sont leurs responsabilités face à tout ce qui se passe dans le club. Je vous dirais que les administrateurs sont responsables conjointement et solidairement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos entraîneurs sont des travailleurs autonomes depuis des années. Revenu Québec débarque, ils vous donnent une facture de 50 000, je ne sais pas trop. Vous n'avez pas les moyens de payer cette facture-là. Ils vont se retourner vers les administrateurs puis dire à monsieur qui a le plus les moyens parmi les administrateurs, tu nous dois 50 000. Et après, ben là, ça va être chacun des administrateurs, mais là, c'est sûr que Revenu Québec va aller voir les personnes qui ont le plus les moyens financiers de payer la dette. Fait que dans vos décisions, si vous décidez de les garder comme travailleurs autonomes, c'est important, à mon avis, d'être très transparent avec vos administrateurs puis leur dire, voici la situation, voici selon nos analyses, on considère que c'est des travailleurs autonomes, mais voici ce qui peut arriver si il arrive quelque chose. Donc, les administrateurs sont toujours responsables du paiement des déductions à la source et toujours responsables des salaires. Donc, comme bonne pratique, ce serait bon que des politiques ou des contrôles internes puissent venir assurer aux administrateurs que ces paiements-là sont faits. Souvent, ce qu'on voit dans les conseils d'administration, c'est que la direction générale vient signer une attestation disant que les paiements sont faits tout le temps et dans les bons délais, mais aussi, justement, concernant les risques qu'il peut y avoir dans vos décisions d'organisme, il faut absolument que vos administrateurs soient avertis. Et autant que possible, de le mettre dans les procès-verbaux parce que il faut que ça paraisse quelque part là, qu'ils ont été au courant, qu'il se passe quelque chose. Parce que si ça ne paraît pas nulle part, c'est comme ils n'ont pas fait leur job ou ils ne sont pas impliqués, ils ne sont pas renseignés et tout ça. J'ai terminé. Là, à la suite, justement, c'est les références. Donc, au niveau du Québec, il y a ces deux publications-là qui parlent du travailleur autonome, qui expliquent un petit peu plus chacun des critères. Ici, il y a aussi au Canada qu'il y a un autre document qui explique les critères et les formulaires que je vous parlais tout à l'heure. C'est les deux formulaires ici que chaque employé devrait signer à l'embauche ou à chaque changement dans sa situation personnelle. Et ça met fin à la présentation. Alors, on va avoir des questions. Quelques questions qui sont entrées. Je vais les prendre dans l'ordre. Alors, concernant les antécédents judiciaires, donc Judith qui nous dit que
La fédération fait les vérifications d'antécédents judiciaires pour les entraîneurs qui sont affiliés. OK. Donc, les clubs n'ont pas les dossiers de ces antécédents judiciaires pour leurs entraîneurs. Donc, est-ce que la FQA devrait leur fournir au club? Au moins la preuve que la vérification a été faite. Là, je ne sais pas au niveau de la fédération si c'est quelque chose de confidentiel géré par la fédération. Si c'est le cas, au moins que la Fédé envoie à chacun des clubs, voici, on a fait la vérification sur telle personne, tout est beau, puis on met ça dans le dossier de l'employé. D'accord. Donc ça, c'est une question qu'on pourra, avec Marc, on pourra revenir vers les clubs à ce niveau-là. Simon Pelletier, donc je suppose que c'est Stéphanie Lessard de Drummondville. Le club n'a jamais émis de T4, je suis découragé. Je ne comprends pas comment personne ne nous a jamais rien dit, car nous sommes gérés par un organisme dans notre ville. Mon entraîneur déclare ses revenus de son côté et jamais il n'a eu de problème, ni le club. C'est plus une remarque qu'une question, mais si tu veux réagir. Les problèmes surviennent malheureusement quand le gouvernement décide de faire une vérification. C'est sûr que les entraîneurs incluent ça dans leurs revenus, mais c'est une obligation légale de faire des T4 ou des T4A. Là, si les entraîneurs sont payés par le responsable, là, la ville, on parlait tout à l'heure, si les employés sont payés par la ville, peut-être que la ville fait les T4 ou les T4A. Mais c'est une obligation, ce n'est pas un choix. Ça a toujours bien fonctionné et on continue comme ça. Là. Si vous voulez faire les choses comme il faut, à partir de maintenant, c'est de faire les T4A. Donc, d'aller vous chercher des numéros de déduction à la source. Question suivante. Est-ce qu'il faut 2 numéros différents d'inscription des déductions à la source si nous sommes déjà inscrits? Non, ça ne prend pas 2 numéros différents. Si vous avez déjà un numéro de déduction à la source, c'est ce numéro-là que vous gardez. Puis les numéros de déduction à la source sont... Oui, c'est les gouvernements qui vous les donnent, mais c'est généralement vos numéros d'entreprise avec des lettres différentes à la fin qui devraient être RP 0001. Parfait. On a une question de Rova à laquelle Marc a déjà répondu, mais je la cite quand même. Doit-on faire des vérifications d'antécédents judiciaires aux personnes mineures? Et la question est non. Ensuite, Stéphanie qui revient en disant « Je suis encore plus découragé. Bon, j'ai plus envie d'être administrateur parce que si le gouvernement revient en arrière, ce sont les mêmes procédures et les administrateurs devront payer si le club n'a pas assez de fonds pour couvrir les frais. » Okay. Qu'est-ce que tu peux donner quand même comme conseil pour, oui. Même si on ne peut pas revenir en arrière, mais au moins… Le premier conseil, c'est premièrement d'avoir une assurance administrateur dirigeant. C'est comme la première chose à faire s'ils ne l'ont pas. La deuxième chose, c'est tout ça reste un risque. Et comment je peux dire ça? Si, en tant qu'administrateur, vous démontrez que vous avez fait vos devoirs, que vous avez mis des contrôles ou vous avez fait assurer que les contrôles en place étaient mis, que les analyses étaient faites, à ce moment-là, les administrateurs sont plus protégés. Mais il faut que vous fassiez votre job. Il ne faut pas juste dire « Ah, ben, le club s'en occupe, je n'ai pas à m'en mêler. » Non, c'est de voir, OK, qu'est-ce que le club fait pour s'assurer qu'ils ont bien évalué le statut de ces gens-là. Et ce n'est pas parce que vous avez une formation aujourd'hui que le ministère va débarquer demain chez vous, là. Fait que vous avez le temps de faire les choses comme il faut
Et si suite à vos analyses, vous trouvez que ce sont des employés, là, je vous suggère de faire une divulgation volontaire. Tu as parlé d'assurance, José. Dans l'assurance que fournit la fédération, et l'assurance administrateur et dirigeant. OK. Donc, les clubs qui sont affiliés ont cette assurance-là qui protège les administrateurs. Donc, c'est à ça que ça sert l'assurance, mais il n'y a pas un assureur qui va dédommager si les administrateurs se sont fermés les deux yeux, les deux oreilles, puis ils n'ont rien vu, puis ils n'ont pas agi en père de famille. C'est comme ça qu'ils le disent. Parfait. Alors, on a une question de Christophe Carité. Un entraîneur bénévole peut-il avoir un contrat de service comme travailleur autonome pour le club, pour le même club? Oui, parce que c'est pas lié du tout, moi, je dirais. Parfait. Parce qu'en tant que bénévole, il n'est pas payé, donc oui, il peut avoir un contrat de travailleur autonome s'il est vraiment travailleur autonome. Parfait. Question de Judith. Les administrateurs ayant la responsabilité du paiement des DAS est-ce que ce sont ceux qui sont en poste au moment de la vérification ou est-ce qu'on revient en arrière avec les années en arrière et c'est les administrateurs qui, concernant les années mentionnées, en fait, je veux dire. Les administrateurs sont responsables jusqu'à 2 ans après que leur nom soit disparu du registre des entreprises. C'est-à-dire, vous démissionnez à votre AGA, assurez-vous que votre nom est débarqué au registre des entreprises. C'est le conseil que je peux vous donner. Mais comme je vous dis, je ne voulais pas faire peur aux gens, mais c'est important que les administrateurs comprennent leurs responsabilités. Mais effectivement, il y a des assurances pour ça. Fait que paniquez pas, démissionnez pas tous aujourd'hui de votre poste. Faites les choses correctement. Y a-t-il une pénalité si un T4A n'a pas été émis pour un contrat de travailleur autonome? Il peut y avoir des pénalités. Ce que j'ai vu, c'est que les dénonciations peuvent venir de vos travailleurs. C'est pas nécessairement... le ministère peut avoir des sources de n'importe où, comme une des fédérations, c'est parce qu'il y avait des salaires dans leurs états financiers, puis il n'y avait pas de numéro de déduction à la source. Donc, le gouvernement ne comprenait pas pourquoi. C'est pour ça qu'ils ont débarqué. C'est la même chose. Ça peut être un travailleur autonome ou ce qui est arrivé aussi, c'est le parent d'un travailleur autonome ou d'un employé a appelé et s'est plaint qu'il n'y avait pas eu de T4. Donc, il faut vraiment faire attention. Et il y a des pénalités, effectivement, si les T4 sont pas ou les T4A ne sont pas émis. Les tarifs sont bien écrits sur les sites gouvernementaux. Là, je ne les ai pas en tête par cœur, mais je les ai vus la semaine passée. Là, c'est soit par T4A ou par fréquence. Mais ça encore, c'est si quelqu'un se plaint. Si quelqu'un vous le demande puis vous le faites, il n'y aura pas de conséquences. Alors, la remarque de Marc concernant la vérification des antécédents judiciaires faite par la fédération. Donc, chaque entraîneur a accès à son dossier et peut le transmettre à son club. Okay. Ça répond à la question précédente. Okay. Question de Lynn. Quel est le coût? Tu as parlé de l'incorporation en disant que il y avait un coût quand même assez élevé. Est-ce que tu as le montant du coût pour l'entraîneur? Le coût pour l'incorporation, ça se fait, on peut faire ça soi-même sur Internet, ce qui est la façon la moins dispendieuse. Sinon, c'est de faire affaire avec un avocat ou un notaire, mais rendu là, il y a des honoraires professionnels. Là. Mais je crois, sans être certaine, je crois que si vous le faites vous-même, ça peut aller 500, 600, 700 $ pour les coûts d'enregistrement auprès de Revenu Québec.
Question de Nancy. Nous avons un employé qui ne veut pas qu'on lui enlève de l'impôt sur sa paye. Est-ce légal? Non, pas du tout. C'est pas légal, sauf si il a rempli les 2 formulaires que je parlais tantôt et que sa situation personnelle, familiale, fait en sorte que son taux d'impôt serait réduit au maximum. Mais l'employé n'a pas à décider que l'organisme enlève ou pas de l'impôt. Question de Jean-Marc. Est-ce que les employés sont protégés d'une quelconque façon par l'assurance? Les employés, Oui, les employés. là, je ne suis pas sûre de comprendre. Peut-être Jean-Marc, tu pourrais reformuler la question ou sinon tu nous l'enverras et puis on pourra y répondre aussi après le webinaire. Et Lynn qui nous précise que le coût pour l'incorporation, c'est 700 $ par année. Oui. La question de Jean-Marc, c'était les entraîneurs avec l'assurance de la FQA en fait. C'était plus question. OK. Alors, assurance responsabilité civile selon Marc. Mais on pourrait te revenir avec une réponse plus précise, Jean-Marc. Je pense avoir fait le tour des questions. Je voudrais remercier José pour ton temps. J'espère que ça a été très, très utile pour les clubs. Tu nous avais mentionné tantôt, José, la jurisprudence. Oui. Si jamais tu retrouves, tu pourras me l'envoyer. À ce moment-là, je le ferai partager à l'ensemble des clubs. Oui. Et je vais aussi t'envoyer la présentation pour la rendre accessible également. Oui, je vois les commentaires, donc très pertinent. Merci. Excellente information, merci beaucoup. Et Cédric B dit, il y a 10 ans, ça m'avait coûté 1500 pour une incorporation avec un notaire. Donc, vous voyez les tarifs, c'est quand même assez important. Donc, tout le monde se joint à moi pour te remercier, José, pour cette conférence qui est très enrichissante. Et comme je le disais tantôt, on l'a enregistrée, on la mettra sur la page YouTube de la fédération pour consultation ultérieure. Et si vous avez des collègues ou d'autres personnes qui veulent visionner la conférence, donc comme je vous le dis, elle sera sur la page YouTube. Alors, merci à tous, ce qui met fin à notre webinaire. Merci à vous. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.